Salut à tous, je m'appelle Valorant Mouléberto et je suis le fondateur du Crayon. Je suis actuellement sur la chaîne YouTube de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien. Bonjour Valérand, comment tu vas? Salut Franck, ça va super, je suis ravi d'être ici. Ça me fait plaisir de te recevoir, d'autant plus que le Crayon, c'est quand même plus de 3 ans d'existence. Merci de m'avoir communiqué les chiffres parce que je m'étais trompé sur quelques chiffres. Donc Valérand m'a dit tiens, donne ces chiffres-là et il avait tout à fait raison. Plus de 659 vidéos, ça tabasse. Plus de 19 millions de vues avec une vidéo record à presque 1 million de vues, c'est ce que j'ai noté. Tu me confirmes les chiffres? Ça c'est sur YouTube. Sur YouTube, ok, sur YouTube. Donc moi j'ai une question à te poser, Valérand. Comment t'expliques le succès du Crayon? Succès, je ne sais pas encore, ça marche bien, mais nous, on voit ça de manière très long terme. Donc aujourd'hui, on estime qu'on est encore au tout début de l'aventure. Parce qu'on a encore énormément de choses à explorer et que mine de rien, on a créé le Crayon sans lever aucun fonds. Donc on est totalement bootstrap. Et en créant. Bootstrap, c'est la notion de se créer. En fait, bootstrap, c'est une notion un peu militaire pour dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi, en gros. Donc, du coup, on a construit nos modèles financiers de business model un peu après avoir créé le média. Donc on a, on va dire, vraiment construit et bricolé avec les moyens du bord. Et plus on avance, plus on a les moyens d'aller au niveau de nos ambitions. On a lancé très récemment un format de 3 contre 3, par exemple. Ça fait depuis 2 ans qu'on a envie de faire ce truc-là. C'est juste qu'on n'avait pas les ressources pour… Je l'ai mis en playlist 3-6 genres contre 3 transgenres, exactement. Je l'ai mis en playlist, je me suis dit putain, évident. C'est assez cool et j'aime bien ce truc-là. Et donc du coup, je pense que nous, on a réussi à vraiment craquer comme modèle ou comme… proposition de valeur média, c'est de réussir à se dire aujourd'hui les gens ne discutent plus. Les médias sont devenus en fait un peu des totems pour se retrouver entre gens qui sont d'accord. Et nous on a voulu faire l'inverse de ça. C'est-à-dire créer un totem pour se retrouver entre gens qui ne sont pas d'accord mais qui veulent discuter. Que ce soit pour changer d'avis, que ce soit pour enrichir leur opinion ou pour même enrichir leur contre-argumentaire face à leurs opposants idéologiques, politiques, sociétaux. Et donc du coup je pense que ça plaît énormément simplement parce que c'est quelque chose qui n'était rempli par absolument personne sur le paysage réseaux sociaux. Il y avait un peu de TPMP sur le côté télé, il faut le dire. Et derrière, on s'est dit, on va essayer de faire ça de manière un peu plus lente, un peu moins bruyante, parce que parfois TPMP peut l'être, même si ça reste une bonne émission sur pas mal de trucs. Et derrière, réussir à apporter cette touche un peu Thinkerview, qui est une chaîne dont je suis absolument fan, en invitant des gens qui ont construit des pensées sur plusieurs années. Excellente référence, Thinkerview. Il y a aussi de l'autre côté, ça dépend de quel curseur on se place, mais Livre Noir aussi qui est pas mal. Oui, mais on était passé d'ailleurs sur Livre Noir, sur un de leurs lives et tout. Je suis un peu moins à l'aise avec Livre Noir parce que l'intervieweur va contredire quand il a invité quelqu'un de gauche. J'avais notamment vu avec François Bégodeau, qui était une belle interview du Livre Noir, et j'avais trouvé que la place de l'intervieweur n'était pas de le contredire à ce moment-là, alors qu'il ne l'avait pas fait sur d'autres invités. C'est marrant comment on a perception des choses, parce que moi j'avais eu le même sentiment, mais c'est sur Thinkerview. Oui, mais Thinkerview, j'ai l'impression qu'il tape sur tout le monde en fait, de la même manière. C'est mon impression. Je te rejoins, c'est vrai. Parce que moi je me souviens d'une fois où l'intervieweur de Thinkerview était parti aux toilettes pendant l'interview. Il avait dit putain, il est bon. En gros, fais ta réponse, tu vois, genre je m'en fous un peu. Enfin, pour moi, je trouve que ces chaînes, je te rejoins, sont très très bonnes globalement. Thinkerview, c'est vrai que des fois ils vont vraiment loin dans les débats et c'est vraiment très intéressant en tous les cas. J'ai oublié de préciser un chiffre important, c'est 15 personnes dans l'équipe. Ouais, un petit peu moins. Ouais. On sera 15 d'ici 2 mois. Bon, 15 personnes, ça commence à faire pas mal de personnes. Vous avez commencé à combien? On a commencé à 4 avec les 4 associés, sachant qu'on a commencé à 4, mais au tout début, Sixtine et Jules n'étaient pas à plein temps. Sixtine pour des raisons d'études et Jules parce qu'il devait terminer ses stages pour valider Sciences Po. Et donc du coup, c'était Antonin et moi qui avions vraiment pris ce risque plein temps au tout début, créer la première fraction, même si Sixtine et Jules étaient au quotidien avec nous, à répondre à tous les messages, à faire les réunions et tout. Et là, depuis 1 an et demi, on a commencé à vraiment recruter et avoir les premières personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et là, depuis 1 an, on a vraiment structuré l'équipe autour de gens, et nous, c'est aussi notre thèse, des gens qu'on veut avoir sur le très long terme. Nous, on a vraiment ce côté un peu équipe de foot, où on ne cherche pas à recruter des joueurs pour les revendre à d'autres clubs, on veut les mêmes joueurs à chaque fois. Et on veut que les joueurs construisent eux aussi l'entreprise dans laquelle ils ont envie d'évoluer. Donc on laisse une énorme autonomie aux gens qui travaillent avec nous, et on leur dit, si il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous nous faites des retours et on construit quelque chose pour l'améliorer. En revanche, c'est aussi votre problème en fait. Simplement parce que beaucoup de gens qu'on a recrutés étaient des gens qui
elle n'avait pas forcément ce choix-là de carrière. On est très jeune en fait, c'est-à-dire que la personne la plus âgée dans notre entreprise, elle a 26 ans. Donc du coup, c'était des gens qui n'avaient pas du tout encore construit leur projet de carrière, leur idée précise de là où ils voulaient aller. Et donc du coup, on a récupéré plein de personnes d'horizons complètement différents, de compétences complètement différentes, et beaucoup de gens qui se sont formés au sein du Crayon avec nous, en grandissant avec nous. Et nous, ça, c'est vraiment le truc moi, c'est le truc qui me tient le plus à cœur de tout en fait, c'est de construire avec les mêmes personnes dans la durée. Vu qu'on est 15 aujourd'hui, l'objectif sera potentiellement d'être 20, 25 dans 1 an et potentiellement, on va dire 50 ou 60 dans 5 ans. Si on veut construire comme ça, il faut que les personnes qui étaient là depuis le début restent avec nous et soient les totems d'identité de notre boîte, quoi. Comment vous avez eu cette idée? Enfin, je veux dire, tu me l'as dit tout à l'heure, c'était un totem pour justement un endroit où les gens peuvent débattre même en n'étant pas d'accord. Mais ça a été quoi votre chemin de pensée à 25 ans pour arriver jusque-là? Quel était votre parcours? Comment vous avez commencé à en parler? On a eu un ras-le-bol en fait. Je pense que c'est vraiment venu de là. On a eu un vrai ras-le-bol parce que c'est moins vrai aujourd'hui d'ailleurs. Et donc il faut le souligner parce que c'est positif. Mais il y a 2-3 ans, quand on s'est lancé, il n'y avait vraiment rien sur YouTube pour débattre, pour créer on va dire des émissions, certes peut-être moins ambitieuses que la télévision, mais des émissions qui font évoluer les pensées. Il y avait Thinkerview, il y avait les rediffs de TPMP, mais le paysage était assez désert. Il l'est un peu moins aujourd'hui, mais il l'est toujours quand même pas extrêmement fourni. Et donc du coup, nous, tout notre truc, c'est de se dire, on en a marre en fait de ce côté clivant par défaut, on en a marre d'avoir autant de médias digitaux qui ont des biais idéologiques à la racine, en fait, on va dire même du projet. Et donc du coup, nous, on a voulu créer un média où justement, il n'y avait pas ce biais-là. Et donc du coup, c'est de ce ras-le-bol qu'est née l'action. Après, on avait tous eu des parcours différents, c'est-à-dire que Sixtine qui est ma sœur aussi. Sixtine était étudiante à ce moment-là. Jules sortait de Sciences Po, il avait plutôt un parcours, on va dire, fonds d'investissement. Et Antonin avait fait des mathématiques fondamentales, donc rien à voir avec le média. Et moi, j'étais entrepreneur, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 17 ans. Et donc du coup, j'étais sur ce parcours entrepreneurial, mais je n'avais monté que des boîtes de cash, que des boîtes où on gagne de l'argent facilement, mais on ne construit pas grand-chose d'intéressant. Et là, je me suis dit, ok, je suis capable de créer des entreprises rentables, je suis capable de gérer des équipes et gérer un projet. Qu'est-ce que je fais là de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je vais laisser comme trace très concrète sur le monde qui m'entoure? Et avec une boîte d'événementiel ou une boîte de community management, qui était mes boîtes avant, je n'allais pas faire grand-chose d'intéressant pour les gens, quoi, en fait. J'allais être, on va dire, une espèce de spécialiste qui fait des services pour des entreprises ou qui crée ses propres projets, mais rien d'impactant. Et j'étais un dingo de débat, j'étais un dingo de médias, et je trouvais qu'il y avait énormément de choses à réinventer, à améliorer là-dedans. Et donc du coup, on s'est dit, au lieu de se plaindre, ce qui est quand même le grand mal de notre génération, au lieu de se plaindre, on va le faire. Déjà, on s'est rendu compte que c'était sacrément dur, ça nous a pris du temps de vraiment émerger. Et surtout, de deux, on s'est rendu compte de tout ce qu'on n'avait pas imaginé qu'on pouvait faire. À l'époque, on avait juste cet instinct de colère de se dire, on a envie de proposer autre chose. Et donc du coup, en fait, on se retrouve là, plus de 2 ans et demi plus tard, en se disant, bon, petit bout de chemin parcouru, ça fait plaisir, on est vraiment content, beaucoup de succès, beaucoup de grosses douleurs. Et derrière, en fait, quelle va être la suite par rapport au paysage actuel et par rapport à ce que nous, on a toujours eu dans le bide, quoi. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché.
Tu parlais justement de tout à l'heure où tu disais que la société est de plus en plus clivante, hein, on le voit. Hein. T'as les progressistes, t'as les gens de gauche, t'as les gens de droite, t'as les féministes, t'as les virilistes. Alors, je ne sais pas si on dit viriliste en opposition aux féministes. Il y a des masculinistes. Tu vois, le masculiniste. Enfin bon, bref, voilà. Il y a vraiment des camps en tous les cas, des camps qui sont très bien tranchés. Et puis il y a le camp du bien, le camp du mal. Enfin, ça dépend où on place le curseur. Donc, comment faire en sorte d'être à l'écoute? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai regardé parce que non seulement ce que j'apprécie dans le crayon, mais ça, c'est ma vision. C'est que je regarde non seulement l'intérêt du débat, parce que ça m'intéresse, mais je te regarde aussi toi. C'est-à-dire, je regarde aussi toi à l'intérieur du débat sur comment tu fais pour, des fois, parce qu'il y a certainement des fois des idées qui doivent t'hérisser le poil, pour rester neutre, mais en même temps continuer à rester dans le cadre de l'entretien pour mener les débats. Donc, comment tu fais pour faire en sorte d'être à l'écoute dans le débat et pas forcément dans l'opposition directe? Alors que ce soit toi d'ailleurs, ou d'ailleurs même en général, et d'ailleurs aussi du point de vue entrepreneurial. Je pense que c'est un truc qui est une identité qui est vraiment commune à nous quatre, c'est qu'on a vraiment ce sentiment, cette volonté de comprendre, en fait, fondamentalement. Celle de se dire, si quelqu'un pense quelque chose suffisamment pour le proclamer publiquement, la personne doit quand même être sacrément convaincue. Qu'est-ce qui fait que cette personne est convaincue de ça? Parce qu'il y a probablement des bonnes raisons. Et d'ailleurs, là, pour le coup, je dis ça peut être n'importe quel avis du spectre. Et donc, du coup, nous, on est même plutôt à l'inverse, plutôt étonnés d'à quel point les gens ne cherchent pas, en fait, à confronter leurs opinions, alors même que ça les enrichirait. En fait, ça, c'est la théorie un peu facile. Après, on a tous nos biais, moi le premier. Mais c'est de se dire, aujourd'hui, les gens ne pensent ce qu'ils pensent, pas seulement parce qu'ils ont mal été informés, pas seulement parce qu'ils ont une colère non assouvie qui les biaise, aussi parce que parfois ils ont une stratégie de société, une vision de société qui est forgée autour de ces opinions-là. Et après, ça en découle d'analyse. Après, ça en découle de masculiniste, féministe, droite, gauche, conservateur, progressiste, peu importe. Mais là où moi je trouve on sous-estime énormément, c'est en fait on sous-estime énormément le fait que les gens ont des avis beaucoup plus complexes que ce que les partis politiques veulent bien laisser croire. Et en fait, à force d'avoir justement catalogué les gens par des médias ou par des étiquettes politiques, on a oublié que les avis étaient beaucoup plus complexes que ça. Qu'il y a des gens qui sont très 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 à droite et qui sont pourtant totalement pro-écologie, qu'il y a des gens qui sont très très à gauche et pourtant qui sont pro-argent. Donc en fait, il y a des complexités. Des nuances. Ça, exactement. Et que nous, on trouve que c'est intéressant de les interroger jusqu'au bout pour enrichir, en fait, j'ai presque envie de dire à la base, notre propre réflexion. Après, si d'autres gens qui nous regardent, si les gens qui nous suivent peuvent en profiter, j'ai envie de dire bonus. En fait, non, pas bonus, ça reste notre business. Donc évidemment que c'est important, mais nous, à la base, la vraie démarche, c'était de se dire, on avait 23 ans quand on a lancé le truc, 22, 23 ans, on n'est absolument pas certain de nos avis fondamentaux. J'avais déjà des intuitions sur ce que je pensais, mais j'avais aucune certitude. Et j'étais étonné du nombre de gens qui, en tout cas, prétendaient avoir des certitudes. Et donc, du coup, je voulais que ces gens qui avaient des certitudes puissent être confrontés à d'autres gens qui avaient les mêmes certitudes, mais de l'autre côté. Ouais. Exactement. Presque pour essayer de montrer toute l'ampleur du côté non évident de leur propre certitude. En tout cas, pour une partie des gens. Et ça m'a toujours beaucoup étonné, des gens qui sont surpris des scores que font Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est ce que les gens ont discuté vraiment avec les gens. Et si on discute avec les gens, on se rend compte qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles les gens sont pour Mélenchon ou pour Marine Le Pen, qui sont de très bonnes raisons. Je le dis juste comme ça. Ça ne veut pas dire que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon résoudraient leurs problèmes. Ça, moi, à titre perso, j'y crois assez peu. Mais d'ailleurs, Macron non plus. Mais j'ai l'impression, en revanche, qu'on n'a pas compris que c'était totalement cohérent par rapport à leur logiciel personnel d'aller vers ces choix politiques-là. Et en fait, ce que nous, on a voulu en fait transmettre comme idée, c'est vous avez des idées, confrontez-les, trompez-vous, changez d'avis, à l'inverse, renforcez vos opinions de départ. En revanche, faites-le en pleine connaissance de cause et faites-le en solidité. Donc, soyez tout à fait capable de vous confronter avec ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais à l'inverse, une marque, elle a besoin de se positionner, d'être claire et d'être précis sur ses messages. Donc, penses-tu qu'il est nécessaire de cliver afin d'être clairement identifié par ses clients? Parce que le fait des fois de rester un peu neutre, c'est aussi une manière de se positionner en soi, puisqu'on est neutre, mais ça ne permet pas de savoir quelles sont les valeurs en fait, qu'il y a derrière. Je suis complètement d'accord, mais cliver, moi je pense qu'effectivement cliver pour une marque c'est très nécessaire. En revanche, je ne crois pas que cliver veut dire prendre parti. Et je pense que la confusion elle vient de là. Cliver, elle veut juste dire trouver le moyen que quelqu'un comprenne tout de suite
si jamais c'est fait pour lui ou pas fait pour lui. Comme ça, en fait, tu gagnes un temps fou en fait, de compréhension, de lisibilité de marque. Et ça, pour moi, c'est très important. En revanche, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre des gens à dos. Burger King clive par rapport à McDo, ils ne se mettent pas vraiment quiconque à dos. Et Coca-Cola, Pepsi, c'est pareil, et on peut prendre beaucoup d'autres exemples. Là où moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le côté marque, c'est le côté une proposition de valeur forte, absolument indiscutable, et surtout, et c'est là, moi, selon moi, qu'il y a le point le plus important, une marque qui sera solide dans la durée. C'est-à-dire qui va avoir une proposition de valeur et plus que proposition de valeur, avoir des valeurs qui ne vont pas bouger. Et après, et c'est ça l'avantage, c'est un peu toute la conférence de Simon Sinek sur les cercles dorés, les golden cycles, où il dit en gros, il y a le pourquoi, le comment et le quoi. Et bien en fait, si ton pourquoi, nous, le pourquoi du crayon, c'est avant que la société puisse s'aimer, il faut déjà qu'elle puisse dialoguer, en fait. C'est vraiment ça la base. Mais ça peut prendre un nombre incalculable de formes. Aujourd'hui, ça prend la forme de débat, ça pourrait prendre la forme d'événements, ça pourrait prendre la forme de consultation, ça pourrait prendre la forme de civic tech, comme ce qu'on a fait avec Élise. Donc en fait, il y a énormément de possibilités dedans. Et ce qui nous intéresse, c'est de se dire que si tu positionnes ta marque sur une valeur, dire que pour que la société s'apprécie, il faut qu'elle puisse dialoguer, c'est une proposition de valeur claire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Des gens qui sont plutôt, on va dire, ou anarchistes, ou anti-système, ou selon plein de trucs, ils vont te dire non, il faut la révolution, il faut faire table rase, il faut retourner la table. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit que les gens qui disent ça doivent être entendus pour coexister avec eux. En revanche, on ne dit pas que retourner la table est forcément la stratégie. Nous, ce qu'on dit, c'est la société, elle existe telle qu'elle est. Moi, je laisse les gens se plaindre de leur côté, je les autorise à se plaindre chez moi, mais pour que derrière, ça puisse mener vers l'action. Et pour nous, prendre position, c'est déjà agir, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, ça rebondit sur un débat qui avait été très bon entre Louis Boyard et Georges de la chaîne de Georges, je crois que c'est ça, où c'est peut-on débattre avec l'extrême droite. Et j'avais trouvé ça, la vision méta, très intéressante, parce que c'était le débat. Louis Boyard disait que non, globalement. Et il qualifiait. Tu as remarqué qu'il le faisait quand même. Mais c'est exactement ça. Et parce qu'il qualifiait en face, parce que Georges, lui, ne se qualifiait pas d'extrême droite. Mais Louis, donc ça dépend aussi comment on se qualifie et quelle étiquette nous porte l'autre, donc c'est toujours assez étrange. Mais Louis, le qualifiait d'extrême droite, mais il était là pour discuter avec lui. Donc j'avais trouvé ça assez malin. Je m'étais dit, en fait, il dit que non, mais en fait, il est là quand même pour discuter. C'était excellent. C'était la proposition de valeur du crayon, en fait. Ouais. C'est-à-dire, en fait, finalement, les gens veulent le faire. Parce que les gens comprennent bien qu'aujourd'hui, une société, je le fais très schématique, mais une société où tu as un tiers qui ont des opinions absolument contradictoires et qui ne veulent avancer que dans leur sens à eux, ça ne peut pas marcher. Il y a un terme qui a été sorti par un de nos invités que je trouve excellent, qui parlait de dissociété. Faire société, c'est être ensemble. C'est ça même la racine même du truc. C'est-à-dire pour ça qu'une entreprise, on appelle ça une société. C'est pour ça que une société, c'est pas forcément, on va dire, un pays. Ça peut être juste, ne serait-ce qu'une ville. Et le côté dissociété, je trouve que c'est un peu l'état dans lequel le pays se retrouve parfois dans les débats. Et nous, on veut se dire, aujourd'hui, il y a plein de gens, et nous, en fait, c'est ça qu'on veut prouver, c'est nous, on est amis avec des gens comme Louis Boyard ou Georges Jordi, en fait. Pas forcément eux spécifiquement, mais on est amis avec ce genre de profil. Amis avec des gens qui veulent retourner la table à l'extrême gauche ou retourner la table à l'extrême droite ou à la droite, parce que c'est comme ça que Georges se qualifie. Deux gens qui veulent faire avancer le pays dans un sens avec La République En Marche ou Renaissance, ou même des gens qui ne sont pas politisés, mais qui appartiennent un peu à ces trois grandes familles. Et on est amis avec ces gens-là, et ces gens-là ont tous des opinions très intéressantes sur un paquet de sujets. Et il y a plein de sujets en fait où la France est d'accord à 90%. Je prends un exemple tout con, parce que ça a été un des débats qu'on a fait au Crayon. 90% des gens sont d'accord pour restreindre l'accès à la pornographie pour les mineurs. 90% des gens sont d'accord là-dessus. Pourquoi on le fait pas On le fait pas parce qu'en fait on va être là à animer le sujet sur est-ce qu'il faut légaliser ou interdire la pornographie. Et nous, le Crayon en tant qu'agent d'action, il va se dire ok, très bien, ce sujet-là, pour ou contre la pornographie, on va en débattre. Mais viens déjà, politiquement, on se dit 90% des gens sont d'accord sur un point, viens ce point-là, déjà on le résout. Et après on pose la question peut-être plus globale. Et c'est un peu le problème, je trouve, de la manière dont est régie l'action aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question, on est obligé de traiter les sujets comme des sujets globaux. Si on parle de la pornographie, on parle de la pornographie. On va parler de la gestion de la pornographie dans l'accessibilité que ça a à Internet pour les mineurs. Bah oui, mais sauf que déjà, réglons ça déjà, avant de se poser la question globale. Et après, on y va étape par étape.
Et c'est les Suisses qui gèrent extrêmement bien leur démocratie là-dessus, où en fait le peuple est extrêmement consulté. Il y a énormément d'emprise qu'a le peuple sur son propre pouvoir décisionnel. Et ça fait qu'il y a des trucs très simples. Je ne dis pas que je suis pour, mais sur le Covid, par exemple, en France, tu n'avais pas le droit de sortir de chez toi et tu payais 135 € d'amende. En vrai, c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais pour beaucoup, c'est rien du tout et on s'en fout. Et d'ailleurs, tu pouvais t'auto-attester. En Suisse, c'est 10 000 francs. Donc, c'est 9 000 €, il y a 9 500 €. Personne ne sort de chez soi, du coup. Et ça, c'est parce que les citoyens en ont décidé en votant, en fait, en votation. Et c'est important de le dire que c'est un sujet très touchy, donc je m'attaque à un truc un peu sulfureux, mais c'est juste pour dire que, en fait, ils y vont extrêmement frontaux quand ils sont majoritairement d'accord sur un sujet, au lieu d'y aller dans la demi-mesure quand ils sont à demi-mesure d'accord, en fait. Et ce truc d'un peu entre les deux, on a l'impression que ça fait des années qu'on végète sans vraiment agir sur un nombre de sujets dont on a l'impression qu'on entend parler depuis des décennies, quoi. Les retraites, le pouvoir d'achat, l'écologie, mais putain, mais j'ai l'impression que ça fait depuis que je suis tout petit, moi, que j'ai ces sujets-là à la télé. Et on a l'impression que les problèmes n'ont même pas encore été attaqués aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, si jamais on se plaint de ça, comme je viens de le faire là, il faut proposer. Et donc, le crayon, et donc Élise, et donc beaucoup d'autres projets, quoi. Pour reprendre l'exemple que tu donnais par rapport aux Suisses et aux Français sur la gestion de savoir si on peut sortir ou pas pendant la crise du Covid, mais est-ce que ce n'est pas le principe même d'un gouvernement de prendre des décisions qu'il juge, dont il est... Comment je pourrais dire ça ? Donc il est élu pour ? Il est élu pour, et surtout qu'en gros, on va dire que on passe aux urnes pour élire des personnes qui vont décider à notre place parce qu'ils ont un niveau de conscience plus élevé. Alors, je schématise quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les politiques sont plus intelligents, mais on part du principe que les hommes qui sont à la tête de l'État sont donc plus à même de prendre des bonnes décisions pour nous et que la masse n'est forcément pas apte à prendre des bonnes décisions. C'est très possible, et puis il y avait toujours eu cette question, par exemple, de la peine de mort, où en fait la majorité des Français sont pour la peine de mort, mais c'est quelque chose qu'on a estimé qu'il fallait être contre parce que sociétalement, la société ne s'en remettrait pas ou se détesterait de l'appliquer, en gros. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas comme idée ? Moi, je suis très, entre guillemets, populiste là-dessus. Moi, pour moi, le peuple devrait avoir le pouvoir de ses propres décisions, dans un cadre fixé, mais quand même. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne fonctionne plus, quoi. Ça ne fonctionne plus. Les gens ne croient plus en politique, dans les politiques. Et je crois que ça date depuis la cohabitation de Jospin et Chirac. Je pense que c'est de ce moment-là où il y a eu une fracture définitive entre le peuple et les politiques. Après, il y a eu des hauts et des bas avec certains. Mais moi, je l'identifie, en tout cas historiquement, je l'identifie à ce moment-là, la vraie fracture. Pour quelle raison ? Je sais pas, je pense que c'est Jospin qui, trahissant la gauche, Chirac trahissant la droite, se sont retrouvés à mettre la gauche contre le PS et la droite contre le RPR qui est devenu l'UMP. Et donc du coup, en fait, et la droite comme la gauche ne s'y retrouvait plus. Et en fait, ça a été le début de la République en marche, ce truc-là, en fait. C'était un peu la candidature de Chevènement en 2002, en gros, qui était un peu l'aboutissement de ce truc-là. Qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Jospin n'avait pas été élu. Donc en fait, la boucle est bouclée par rapport à ça. Et derrière, et c'est moi tout le point qui m'intéresse sur ce truc-là, c'est que aujourd'hui, les politiques, ils sont beaucoup moins compétents que beaucoup d'autres acteurs de la société pour résoudre des problèmes. Et ce n'est pas tellement lié à leur propre personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont archi brillants dans les milieux politiques. C'est lié au système dans lequel ils fonctionnent, dans lequel ils agissent. Et aujourd'hui, le système dans lequel ils agissent, je défends un peu mon lopin de terre, mais ça manque d'entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des gens qui sont capables, avec très peu de ressources, de créer des systèmes qui peuvent changer totalement une manière de faire. Et je vais prendre l'exemple de Élise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Élise, ça a été une application qu'on a créée avec des amis pendant la présidentielle, qui est une application qui est une forme de Tinder des programmes, où en fait, on a les programmes sans savoir on a les programmes sans savoir quelle mesure vient de qui sur l'application, et on vote pour ou contre en swipant, et on a à la fin un classement. Les gens ont adoré, ont détesté, ça a fait beaucoup d'émoi, cette application. On a terminé par faire plus de 3,5 millions de téléchargements. Donc en fait, c'est littéralement 5% du pays. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tout ce truc-là, ça a pris le temps de 4 personnes qui étaient Grégoire, François, Gaspard et moi, au service d'un projet national, donc sur notre temps libre, avec quelques bénévoles et on va dire 6 à 8 000 € d'investissement pour faire le projet. Donc en fait, un truc qui coûte globalement, on va dire, si jamais on doit faire les coûts, 6-8 000 € a permis à 3,5 millions de Français d'apprendre les programmes à la présidentielle.
La propagande de campagne, ça se compte en millions d'euros, combien ça coûte pour la distribuer. Et encore cette année, enfin pour la présidentielle en 2022, elle a été mal distribuée et il y a eu 20-25% des Français qui n'ont pas eu accès à cette propagande de campagne. Donc on a d'un côté un gouvernement qui par des process, par des schémas, par des obligations de reporting se retrouve à ne pas servir 20-25% des Français sur la propagande électorale en dépensant des millions d'euros. Et de l'autre côté, t'as 4 gosses qui sont en train de réussir à le distribuer auprès de 3,5 millions de personnes avec moins de 10 000 euros. Mais il y a un sujet là, quoi, en fait. Et je le dis juste parce que je prends mon exemple, pas pour me mettre en avant, juste parce que j'ai pas envie d'être celui qui parle et qui se plaint et qui agit pas. Mais ça, il y a un nombre incalculable de projets. Doctolib. Mais putain, Doctolib, c'est une boîte, c'est une entreprise. Comment l'État ne peut pas s'être dit depuis 10 ans qu'il fallait faire Doctolib? Mais ça, sur tellement de domaines. Et aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce qui va advenir de ça? C'est la gestion des priorités. Mais plus que la gestion des priorités, c'est même le cadre dans lequel ils évoluent. Un entrepreneur, il est très bon à la base parce qu'il a cette espèce de volonté, c'est mon avis, mais une volonté irrésistible de créer un truc quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, en fait, on a beau me dire que c'est une mauvaise idée, que ça ne marchera jamais ou que ça va être difficile, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, les gens qui construisent les process à l'échelle nationale, qui sont parfois des choses plus importantes que les boîtes montées par les entrepreneurs, ils sont très très loin de ce genre de philosophie. Et je ne blâme pas, je dis juste que ça serait intéressant de mettre un peu des entrepreneurs en consultation de résolution de problèmes. Aujourd'hui, on a de brillants entrepreneurs en France. Et ça, franchement, je le dis, on fait partie des pays dans le monde qui ont des entrepreneurs incroyablement talentueux. Et on doit en être très content et très fiers. J'aimerais que ces gens-là soient mis à contribution pour justement résoudre les grands enjeux de l'État, les grands enjeux du pouvoir d'achat, les grands enjeux énergétiques, les grands enjeux écologiques. Écologique, putain. Aujourd'hui, moi, de ce que j'en vois, ceux qui agissent le plus pour l'écologie, après c'est mon milieu, mais c'est les entrepreneurs. Parce qu'ils sont en train de construire des boîtes qui créent de la rentabilité sur des systèmes qui améliorent la planète. J'en citais un seul, mais il y en a des... J'en citais deux, j'aime bien, j'en citais deux. Je vais citer celui de Jean Moreau, qui est un entrepreneur qui a monté une boîte qui s'appelle Phoenix Anti-Gaspi. Jean Moreau, il gagne de l'argent en vendant moins cher des repas qui auraient été jetés à la poubelle. Un petit peu comme Too Good. C'est leur concurrent. Ok. Et c'est magnifique, ça. Ah oui. Non, mais c'est magnifique. Encore une fois, je ne dis pas que l'État doit tout faire, mais beaucoup de gens ont le réflexe que l'État devrait tout faire. Mais ça, c'est un truc, c'est d'utilité nationale, ce truc-là. On gâche moins de nourriture, on nourrit des gens plus précaires et on crée une entreprise rentable dessus. Et c'est ça le modèle vers lequel on devrait tendre. Et l'autre, c'est un mec qui s'appelle Alexandre Bellitti. Donc lui, c'est pas vraiment l'écologie, c'est plus l'impact social et la manière dont on traite humainement ses employés. C'est quelqu'un qui fait du ménage responsable. C'est-à-dire qu'en fait, il a des employés de ménage qui va payer mieux et pour un travail moins difficile que les autres entreprises de ménage. Donc c'est plus difficile parce qu'il est moins attractif financièrement que certaines entreprises qui sont horribles avec ces gens-là. Mais il arrive à convaincre des entreprises d'être éthiques par rapport à ces gens-là. Et il a réussi à créer une boîte, ça fait 10 ans qu'il est dessus, il a plus de 500 employés. C'est magnifique. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant. Selon moi, c'est aujourd'hui eux qui devraient être portés comme les nouveaux héros. Et ça, c'est pas le job du crayon, pour le coup. C'est plutôt ma passion personnelle, tu vois, mon délire perso. Mais ça, c'est un truc... Tous les entrepreneurs ne sont pas des gens bien, et même tous les entrepreneurs qui font des choses bien ne sont pas des gens bien. En revanche, c'est ces initiatives qui, aujourd'hui, selon moi, sont la clé d'une société qui se développera mieux. Et ces initiatives, elles peuvent être aussi associatives, elles peuvent être militantes. Il ne faut pas se limiter au business. Ça peut être autre chose que ça. Ok, mais ça reprend les théories de Schumpeter, si tu connais. Oui, la destruction créatrice. Exactement. C'est l'entrepreneur qui est au cœur du changement de la société. Donc le mettre au banc de la société, c'est de mettre au banc de la société le changement. C'est très bien, c'est très bien vu. Je ne l'avais même pas vu comme ça, mais tu as complètement raison. Et aujourd'hui en France, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les entrepreneurs depuis quelques temps, et ça fait plaisir. Mais ça reste aujourd'hui des gens qui sont encore très éloignés des médias, des systèmes politiques, en tout cas des systèmes de construction publique, on va dire, et de la compréhension et de la connaissance populaire. L'entrepreneur le plus suivi sur les réseaux sociaux en France, c'est Yomi Denzel. Et tu veux un truc dingue? Bah, il est suisse, en fait. Excellent. Non, mais c'est cool. C'est excellent. Et d'ailleurs, c'est un mec brillant, hein, mais c'est juste de se dire,
Voilà, Bon, après, il faut voir aussi les Vanity Metrics, hein, parce qu'il y a suivi, évidemment, il y a, voilà. évidemment. Et je, moi, je j'ai pense très que bien- je pense que ouais. si Xavier Niel prend la parole, ça a plus d'impact. Oui, parce que Évidemment, les mais- abonnés YouTube, bon, par exemple, c'est pas ceux qui voient le plus nos vidéos. Enfin bon, bref, ça resterait un autre débat. Bien sûr. Les chiffres, on peut les prendre dans un sens. Et puis ou dans Michou l'autre. fait plus de vues que Xavier Niel, Oui, mais pourtant exactement, Xavier Niel a exactement, plus ouais. d'impact sur la France. Mais pourtant, Michou chante mieux. Michou chante plus, il faut le dire, effectivement. Ça pourrait être le sujet d'un débat. Bon, j'ai pu voir aussi divers critiques concernant le crayon. Justement, Évidemment. on en parlait un petit peu en off. Certains vous jugent trop à droite. Certains vous jugent trop à gauche. Certains vont même peut-être vous juger trop impartial, trop neutre, pardon. Donc, en réalité, il n'y a personne qui arrive réellement, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé vos débats et j'ai épluché un peu les commentaires. Donc j'ai dit, tiens, lui dit qu'il dit qu'il est à droite. Tiens, après, je reprends le passage, je regarde. Bon, ouais, bof. Donc, j'y arrive pas. Des fois, ah oui, bon, après, mais bon, quand tu fais un ratio, tu dis, bon, qui a raison, qui a tort, c'est plus compliqué. Donc, en réalité, on voit qu'il n'y a personne qui arrive réellement à connaître vos partis pris, hein, de ce que j'ai pu voir en faisant une synthèse, hein, même si je ne suis pas le savoir universel. Est-ce que tu penses que de ne pas se positionner clairement peut faire naître des doutes dans l'esprit des spectateurs? Je m'explique. Quand on sait par exemple de quel bord vient un journaliste, on sait par quel prisme il va analyser. Si on prend un exemple simple, je schématise, j'ai rien contre cette chaîne, on va prendre CNews. On sait clairement où il se positionne, donc on va savoir que l'éditorialiste qui est là, ou le journaliste qui est là, ou le point de vue qui est là, on sait très bien sous quelle langue il est pris. Après, à nous de l'admettre ou pas, mais voilà. C'est une bonne question. Nous, déjà, on a une règle de base, c'est que les critiques sont pas toutes sont pas toutes certitudes de vérité. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire ça à un instant T, elle le dit peut-être sous le coup. Enfin, on n'a pas toute la racine de la personne qui passe sa journée, potentiellement une bonne ou une mauvaise journée, potentiellement une journée où elle était énervée par des gens de droite ou de gauche et qui va tomber sur une vidéo pour finalement commenter. Je dis ça parce que ça m'est arrivé moi, mais il y a quelques années, avant même le crayon, où il y avait vraiment une vidéo qui avait été incroyablement impactante pour moi, et je lâche jamais de commentaires YouTube, et là j'en avais lâché une en mode genre cette vidéo est vraiment incroyable, genre merci beaucoup. Et je sais que je l'avais fait ce commentaire-là parce que j'avais passé une journée incroyablement difficile, et cette vidéo-là était tombée comme une inspiration au bon moment. Et donc j'aurais peut-être jamais commenté sans cette journée-là. Je le dis juste parce qu'il faut prendre du recul aussi sur le fait qu'un commentaire, ça tombe pas de nulle part. Derrière, sur les critiques en elles-mêmes, moi je me doute que ce qu'on va faire va être critiqué. Enfin, on ne fait jamais vraiment rien aujourd'hui, surtout en France, sans avoir au moins une tonne de critiques. Et moi ça me va très bien, je trouve que ça peut être très positif. C'est aussi des axes d'amélioration. Parce qu'il y a les critiques de « ouais, vous êtes de droite, ouais, vous êtes de gauche ». C'est pas très utile, ça apporte pas de la valeur à grand monde. En revanche, il y a des critiques du style « ah, sur ce débat, je trouve qu'il n'y avait pas assez de contradiction sur tel point de vue ». Ou « ah, sur ce débat, je trouvais que l'invité n'avait pas le même niveau, en tout cas de dialectique, ils n'étaient pas au même niveau de compréhension ». Ou « ah, sur ce débat, vous avez trop interrompu, vous ne les avez pas laissés discuter ». Ça, c'est super positif. Nous, on s'améliore, on prend ces trucs-là, on les confronte en conférence de rédaction, on voit où est-ce qu'on peut s'améliorer, on fait les retours. Ok, là, derrière, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Là, oh, il dit ça, mais je pense que par rapport à d'autres vidéos, ça allait plutôt bien. Et après, nous, on fait notre tri. Moi, je suis archi pour qu'on nous critique, c'est très bien. En revanche, j'en dors la nuit, quoi, comme un bébé, pour le coup. mais simplement parce que faut jamais oublier que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Pas vraiment la vie, quoi. Et je le dis simplement parce que ça m'a beaucoup marqué sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, ça m'est arrivé de 2-3 fois de me prendre quelques petites balles perdues, tu vois. C'est normal. Ce qui est normal. Et j'ai à chaque fois proposé aux gens de venir débattre face à moi, de venir confronter leur opinion qu'ils ont pris le temps d'écrire sur le post LinkedIn de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils prennent une petite demi-heure, une petite heure pour venir débattre face à moi pour voir si on est d'accord. Pour l'instant, il n'y a personne qui est jamais venu. Donc voilà. Et qui dit ça, peut-être que les gens ont mieux à faire, hein, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Mais d'un autre côté, si tu as mieux à faire, pourquoi tu commentes un post LinkedIn de quelqu'un que tu ne connais pas? Et donc en fait, j'en reviens toujours à ce truc-là. Moi, je suis tout à fait OK qu'on critique, mais sauf que moi, je vais faire partie des gens qui vont te pousser ta critique jusqu'au moment où dire OK, rendez-vous sur le terrain, on va en discuter. Et si tu n'es pas prêt à en discuter, c'est soit que tu n'es pas certain de ta critique, soit qu'en fait, ça ne t'intéresse pas tant que ça, enfin, c'est pas si important que ça pour toi, en fait, cette critique-là, soit c'est qu'en fait, tu l'as dit pour remuer un peu le bordel, mais dans le fond des choses, en fait, tu n'es pas très attaché à ton opinion. Tu vois. Et donc, c'est un peu ça le truc. Mais de manière globale, moi, je trouve que les gens ont trop peur des critiques.
sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis déjà pris moi quelques shitstorms sur Élise, sur un post LinkedIn que j'avais fait, sur une vidéo plus du tu Crayon. fais, plus tu as de risques. Exactement, exactement. Franchement, pour être très très honnête, premier jour, t'es pas bien. Le premier jour où ça t'arrive, tu te fais lyncher la gueule sur les réseaux, c'est dur. Franchement, vraiment je le dis, franchement c'est dur. T'es piqué au vif, t'as envie de réagir, t'es nerveux, tu vois. Puis après, tu passes une nuit et tu te rends compte que tes potes n'ont même pas vu le truc passer, savent même pas que ça existe. Les gens avec lesquels tu bosses te le mentionnent en mode « Ah marrant, j'ai vu ça », en mode genre on rigole bien, tu vois. Personne ne t'envoie le truc si ce n'est juste pour te l'envoyer pour dire « Attention mon pote, j'ai vu qu'il y avait ça qui se passait, fais attention à ton image », mais en mode bienveillant. Tu vois, enfin… Ou même, des menaces de mort en MP, parce qu'on en a eu à l'époque de Élise ou de Crayon. Carrément. Ouais, enfin, j'ai pas envie de banaliser ça, hein, mais ça doit jamais te faire arrêter de faire quoi que ce soit, ces trucs-là, parce que rien d'intéressant sera accompli si jamais tout le monde est d'accord. Sinon, tout le monde l'aurait déjà fait, quoi. Tout le monde ne cherche que les plébiscites, donc forcément, tous les plébiscites possibles, ils ont déjà été pris, ils ont été pris depuis bien longtemps. En revanche, tout ce qui n'est pas plébiscitaire, tout ce qui va être challengeant, TikTok, je prends l'exemple de TikTok. TikTok qui a été raillé, qui a été moqué, qui a été critiqué et tout. Aujourd'hui, tout le monde se chie bien dessus quand même, en voyant l'impact que ça a, au point même de créer un nouveau modèle économique qui est la TikTokisation. Et la TikTokisation, en quelques mots, c'est proposer 10 fois moins de valeur, mais en 40 fois moins de temps. Donc en fait, tu t'en ressors avec un ratio positif. C'est pas con comme délire. Et en fait, c'est un peu, on va dire, le stade plus avancé de l'ubérisation. Mais tout ça pour dire que TikTok, ils ont été copieusement insultés. Aujourd'hui, c'est les boss du domaine. Et ça serait très difficile de le critiquer. Parce qu'en fait, derrière les critiques, il va se passer juste une seule chose, c'est est-ce que les gens reviennent. Si c'est le cas. Oui, et puis est-ce que le commentaire négatif, c'est pas aussi l'impression que la personne existe? Parce qu'en fait, quand elle écrit, elle existe. Elle montre qu'elle existe. Donc, c'est-à-dire que c'est une preuve de son existence. Mais est-ce que c'est vraiment une critique envers ton travail ou plutôt plus une preuve de son existence? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est regardez, je suis important, j'apporte mon avis sur ce que vous faites. Mais déjà, dans le principe même, la personne commente une personne qui fait. Déjà, si on prend un peu de recul, on se dit, elle écrit pendant que je fais. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'écrire sur ce qu'on fait. Et moi, je suis pour. Moi, pour le coup, j'encourage totalement ça. Évidemment, de manière constructive. Sinon, oui, bien sûr. Personne. Bien sûr. Bon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le business model du Crayon? Ouais. En gros, le Crayon, on a créé une espèce de petite structure qu'on appelle le Crayon, mais en gros, tu as le média qui s'appelle le Crayon. Il y a le Pinceau, c'est une agence de création de contenu et d'influence pour les entreprises. Avec une petite thèse sur l'influence, c'est que nous, on fait ce qu'on appelle Real Life for Influence, donc la vie réelle pour l'influence. Et en gros, c'est de proposer des actions et des opérations dans la vie réelle propulsées par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on trouve que c'est gage d'authenticité et ça permet en plus aux influenceurs d'avoir une expérience incroyablement amusante et originale qu'ils ont du coup encore plus sincèrement envie de partager. Tu peux donner un exemple Vivatech. On a fait une table ronde sur le Web3 pour Vivatech. Okay. Et on a ramené des influenceurs dans l'audience qui ont du coup pu assister à… Parce que moi, c'est moi qui l'animais. Et il y avait Binance, NFT Conférence et France Télévisions. Et les influenceurs ont permis de relayer et de faire millions de vues sur cette table ronde-là. Okay. Donc ça, c'est sur le création de contenu et influence. Et après, on a le surligneur. Et donc du coup, là, c'est de la relation presse et du développement de marque personnelle pour les entrepreneurs. On a quelques personnalités publiques et influenceurs et quelques hauts dirigeants, mais c'est surtout les entrepreneurs. C'est excellent dans le branding. Là, tu nous as fait en un petit paragraphe. Je n'arrête pas de dire l'importance des mots, le choix des mots, mais que ce soit le choix des mots dans son expression ou dans le choix des mots pour ses produits. Le crayon, le pinceau, le surligneur. Mais en fait, alors, tu vois, le surligneur est une agence de branding. Parce que le fait de surligner, c'est le fait de montrer aux autres et que quelque chose sorte. C'est excellent. Mais c'est la manière dont on l'a pensé. Et en fait, c'est surtout qu'il y a… Nous, on a ce qu'on appelle un brand asset. Je sais que tu as reçu Yann Leonardi. Ouais. On a un brand asset qui est le Crayon, qui est une marque qui est aujourd'hui nationalement connue. Quel est le meilleur moyen de capitaliser là-dessus sans noyer cette marque-là? Si on appelle tout le crayon média, le crayon relations presse, le crayon influence et tout,
le média perd de la prestance, perd de la puissance, perd du prestige. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va créer une autre boîte? On va appeler ça Influx 2022 Pas X. mal, pas mal. Tu vois, ça n'aurait aucun sens. Ouais. Donc du coup, on reste dans cet univers et c'est ce qui fait, et c'est un truc assez dingo. Quand j'ai annoncé le surligneur sur mes réseaux et à des potes, les gens, ils m'ont dit « Ah, comment ça avance le surligneur ?» Ils n'ont pas bégayé, ils ont retenu tout de suite, il n'y a eu aucun doute. Parce que c'est tellement proche qu'en fait, si tu veux te rappeler de quel est son nom, tu as juste à te rappeler du nom que tu connais déjà. Donc ça, on était très contents de ce choix-là pour le coup. Excellent, très bon choix. Et pourquoi le crayon à la base? Parce que c'est le crayon qui a été le premier. Il y a 3 raisons. Elles sont et à l'origine et construites au fur et à mesure de l'aventure. Mais les 3 raisons qu'on y voyait, c'est la première, un crayon, on peut écrire, gommer, réécrire, et affiner au fur et à mesure. Et on aimait bien cette idée de l'imperfection qui est en fait un appel vers toujours mieux. Tu vois. La deuxième chose, c'est l'héritage. On a beau être full vidéo et on adore ça, on adore la vidéo. On n'oublie pas que les médias, ça a été aussi des crayons à papier et des feuilles. Et qu'on veut pas, on ne pense pas que nous, on a réinventé les médias, on a réinventé des trucs. Non, les médias, ça fait ça fait des siècles que ça existe. Et surtout en France, c'est un sujet méga important. Et nous, on est fiers d'être dans cet héritage de Victor Hugo, de Émile Zola, de cet héritage intellectuel et culturel. Et le dernier, c'est un peu Charlie. C'est-à-dire que pour nous, le crayon, c'est aussi la liberté d'expression. Et qu'on a quand même été beaucoup marqué par Charlie, simplement parce que moi, je n'arrive toujours pas à en revenir qu'on puisse être tué pour ce qu'on pense. Et c'est quelque chose qui me fait froid dans le dos et que nous, on combattra toujours tout type d'obscurantisme par rapport à ça, parce que aussi dingo soient nos paroles, ça ne devrait jamais être un mobile de meurtre. Jamais. Et surtout qu'en plus, si on fait ça, on crée en fait des discours qui grandissent à l'ombre des oreilles du grand public. Et c'est le meilleur moyen de créer des groupes radicalisés extrêmement dangereux. Et donc du coup, nous, on est pour que tout le monde puisse être écouté. En tant qu'entrepreneur, en quoi les débats très animés, parce que j'ai pu le revoir, parce que j'en ai regardé quelques-uns pour préparer cet entretien, très animés parfois que tu animes, ils t'amènent à ouvrir ton champ de réflexion pour ton business. Parce que des fois, certainement, comme je disais tout à l'heure, tu as des trucs, tu te dis, mais ils disent n'importe quoi, parce que on reste que des humains, on reste que des humains. Mais des fois, il doit y avoir des trucs où tu dois te dire, bon, ok, c'est pas mal, ça me permet d'avancer. C'est vraiment une très bonne question. Ce que j'en ai retenu le plus, c'est surtout que, à titre personnel, et là j'englobe aussi mes associés et le crayon, on est absolument passionné par le grand public. C'est ce qui nous passionne le plus. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire le truc le plus commun à tout ce qu'on fait, c'est la compréhension du grand public, de ce qu'on dit en marketing, le mass market. Et en fait, il est impossible de vraiment bien comprendre le mass market si on ne comprend pas les passions des gens. Et la politique, la société, enfin l'opinion sociétale est un des plus grands vecteurs de passion populaire, en fait. Parce que là, on va toucher au cœur de l'identité, de l'opinion, des croyances, de ce qui constitue une bonne partie d'un individu. Ce qui a constitué ses valeurs, ce qui a constitué son image de lui-même et tout. Et donc, en fait, en réussissant à interroger de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par toutes les obédiences, des gens qui vont avoir tout type de sexualité, des gens qui vont avoir tout type d'opinion, de régime alimentaire, de croyances sur l'homme, en fait, on comprend tous les types de marchés qui peuvent exister. Et après, on va comprendre, nous, du coup, beaucoup plus facilement, ceux qui répondent favorablement, ceux qui sont des marchés qui ont des gros budgets, ceux qui ont des marchés où il y a des gros besoins mal servis, ceux qui sont sous-estimés d'un point de vue marketing. Et en fait, du coup, c'est un asset intellectuel de pouvoir travailler au crayon parce qu'on devient monstrueux en compréhension du marché. Et je le dis avec d'autant plus de calme qu'en fait, on a bossé avec énormément d'entreprises qui l'ont vu et qui ont senti cette différence avec d'autres boîtes qui en fait se basent sur un seul truc tout con, c'est qu'à la base, nous, on n'est pas des experts en marque, on n'est pas des experts en marketing. Nous, on est des experts en opinion. Et en fait, on a juste transformé cette expertise en opinion en des expertises business. Parce qu'on les avait d'avant et on les a remodelées à l'aune des nouvelles compétences et connaissances qu'on avait accumulées. Et du coup, et c'est là que nous, on adore en fait ce qu'on fait, c'est qu'on lit intimement tout ce qu'on va travailler sur le branding ou sur le marketing ou sur l'influence des entreprises ou des entrepreneurs. Et de réussir à le plugger à des convictions sociétales. Et quand je dis convictions sociétales, il ne faut pas que les gens pensent forcément immigration, véganisme. Ça peut ne serait-ce qu'être que valeurs collectives, vouloir toucher tout le monde, respect de l'individu,
volonté d'innovation, volonté de progrès, ou à l'inverse, volonté de conservatisme. C'est des débats, c'est des sujets qui sont en fait assez peu politisés, mais dont les gens, en fait, de manière très subconsciente, ont ça au fond d'eux-mêmes et choisissent des marques en fonction de ça. Et je pense que c'est le principe même du choix d'une marque. Exactement. Et je pense qu'on le sous-estime complètement. Et que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui bossent pour la com des grosses boîtes ou des entrepreneurs, même si entrepreneurs c'est plus rare, ont mal appréhendé ce truc-là et sont parfois trop techniques. Et ils ont raison de l'être, mais pour des grosses boîtes, il faut surtout une compréhension de ce qui va se passer. Quelqu'un qui était capable de prédire les gilets jaunes 2 ans avant aurait eu une opportunité commerciale incroyable de comprendre ce mouvement-là. Parce qu'il aurait pu surfer sur cette idée-là pour devenir une marque que les gilets jaunes ou que ces mouvements-là, qui, je le rappelle, au premier week-end, avaient 76% d'opinion positive, auraient pu surfer sur ce 76% d'opinion positive. Putain, ça fait combien de sujets en France qui n'ont pas ces chiffres-là, quoi. Bah justement, en reparlant des débats un petit peu animés qu'il y a eu au crayon, je vais te donner 3 débats qui ont rencontré de francs succès sur ta chaîne et ta mission. Si tu l'acceptes, bien sûr, on va faire un petit peu comme dans Mission Impossible. Ça sera de nous expliquer ce qui était intéressant dans ce débat, toi, comment tu l'as vécu et ce que tu as trouvé intéressant, et surtout ce qu'on peut en retirer pour notre business. Donc, Valérand, je vais faire comme dans le film. Acceptes-tu cette mission? J'accepte cette mission, Franck, avec plaisir. Tiens, Pascal, tu peux me donner la tablette? Voilà, donc je te laisse appuyer sur play, je te laisse regarder tranquillement, c'est un petit extrait. C'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique, en disant que le masculin l'emporte sur le féminin. Je vois très bien. Étayé, exact. Ouais, voilà. j'ai compris que Prouvable. ça a l'air d'être porté sur la nuance. Alors, ce qui s'est passé en fait avec l'Académie. Je sens que la nuance va pas être terrible en face non plus. Hein. Madame non, de il a expliqué Sévigné quelque chose qui est tout à fait est logique. libre de penser, et non, elle écrivait Mais malade elle est ou heureuse, je l'assume. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en française. Bon, alors, est-ce que tu peux nous faire... donc, je te répète les questions. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce débat? Qu'est-ce qui est intéressant dans celui-ci? Et qu'est-ce qu'on peut retirer, nous, de ce débat? Déjà, il y a un truc sur lequel je veux attirer l'attention là-dessus. Bon, attends, juste, et puis si tu peux nous reparler, c'était un débat avec qui? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce débat. Donc, le débat entre Ralph de la chaîne La Cartouche et Tiffany, qui est une autrice et une metteuse en scène, là où je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant, et je pense que ça n'a pas du tout été assez mentionné, c'est que les 15 premières minutes de ce débat, ça refait toute l'histoire de la langue française et de l'Académie française depuis, on va dire, 400 ans. On a réussi à faire plus de 400 000 vues sur l'histoire de l'Académie française et de la langue depuis 400 ans. Et j'en suis un peu fier, en fait. Et là où aussi ça m'a un peu énervé sur certains commentaires, c'est on a quand même 2 personnes qui sont des experts de la langue, qui s'y connaissent mieux que 99% des gens sur le sujet. Donc je trouvais que ça avait quand même vraiment un intérêt monstrueux. Après, sur ce qu'on en peut en tirer très concrètement. Ce qu'on peut en tirer, pour moi, j'en vois 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a des sujets qui paraissent naturels pour nous, comme la langue, du coup typiquement, qui en fait ont été décidés à un moment. Il y a eu un moment, il y a eu une prise de décision. Il y a eu des gens qui se sont réunis dans une pièce et qui ont dit on va faire comme ci, comme ci, comme ça. Ce qui veut dire aussi que c'est des constructions humaines qu'on peut très bien remettre en question et améliorer si on l'estime que c'est nécessaire pour la société. Et ça reste des opportunités ou des opportunités d'administration publique, de gouvernement, de politique, ou des opportunités business, de réussir à créer autre chose. Et la deuxième chose que j'en tire, notamment sur ces extraits-là, c'est qu'en fait, on a 2 personnes qui sont radicalement pas d'accord et qui sont capables d'en discuter pour confronter ces points de vue. Et qu'en fait, ils mettent l'autre en danger sur leur connaissance, mais ils mettent surtout l'autre en danger sur leur croyance. Et on termine par en fait avoir un débat quand même plutôt bienveillant, qui n'est pas non plus d'une violence inouïe, qui permet à chacun de faire un avis beaucoup plus profond sur la question, de comprendre que l'écriture inclusive, c'est pas juste point E, point S, quoi, en gros, et comprendre qu'être contre l'écriture inclusive, ce n'est pas juste être contre la féminisation de la langue, c'est aussi être contre, en fait, on va dire, une forme de difficulté de compréhension de la langue. Et c'est l'argument de Tiffen sur la partie, on va dire, écriture inclusive, de dire simplement quand on dit un ouvrier ou un pompier, on ne pense pas à une femme, ce que je trouve être un très bon argument. Tout comme c'est l'argument de Ralph Lacartouche de dire si on doit apprendre à des gens qui ont déjà du mal à parler correctement français au moment du bac, si on doit leur apprendre en plus de nouvelles règles, est-ce qu'on n'est pas certain que ça va être encore pire pour leur apprentissage de la langue?
et pour le commun, en fait, qui est censé créer la langue. Et donc, c'est deux vrais sujets que je trouve vraiment intéressants. Alors moi, je vois une troisième chose, enfin, vas-y, une troisième chose dans cette analyse, c'est la création d'une marque. C'est-à-dire que je suis parti un petit peu faire un tour sur le profil de cette jeune femme que je ne connaissais pas, et j'ai bien vu qu'avant le crayon, elle avait beaucoup moins de notoriété qu'après son interview du crayon. C'est d'ailleurs pareil pour la cartouche. Hein. Ah oui Ah bon il a tapé des scores de dingo sur TikTok. Je connaissais lui un petit peu avant, j'avais déjà vu des vidéos à lui passer, mais j'ai eu plus cette impression-là sur Tiffen. Et donc, le principe même de créer quelque chose de nouveau, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est un autre sujet, mais en fait, elle a créé quelque chose. Ouais. Elle a secoué le marché. Elle a secoué les gens qui étaient à un statu quo. Et ça, c'est clairement de la disruption. Alors qu'on soit ou pas d'accord, c'est un autre sujet. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le fond. Je suis complètement d'accord. Donc voilà. On va passer au deuxième extrait. Je t'avoue que les 3 extraits sont vraiment excellents. Donc, je te laisserai cliquer sur le deuxième parce qu'il démarre direct. Vas-y. Voilà. T'as dit un nombre de conneries à la minute ahurissant. On va se calmer? Moi, non. J'ai dit, moi je suis... Détends-toi, non, vraiment détends-toi. D'ailleurs, je vais te le dire, je suis pas ici pour débattre avec toi, je te combats. Est-ce que tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée cette année? Non. Non, pourquoi? Parce que personne n'en parle. Fous, en fait. Voilà, et c'est ça le problème, tu t'en fous. Tu sais combien? 1161. Tu t'en fous que 1161 personnes soient mortes dans la mer? Oui. Pour moi, alors là, il y a un seul truc que je retiens vraiment de cet extrait-là, qui a été énormément viral, c'est enfin, c'est dit. Enfin, il y a quelqu'un à droite qui a dit ce que beaucoup de gens à droite, on va dire dans les médias, ça va être Livre Noir, Valeurs Actuelles, voire Le Figaro, et dans les politiques, ça va aller globalement jusqu'à les Républicains, qui disent, en fait, les migrants dans la mer, ils s'en foutent que ces gens-là meurent. Et d'un côté, dit comme ça paraît d'une cruauté absolument inhumaine. D'un autre point de vue, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de ce qui se passe en Arménie là? Est-ce qu'on a eu quelque chose à foutre de ce qui se passe au Yémen? Est-ce qu'on a fait quelque chose face aux ouvriers dans les stades du Qatar? Enfin, tu vois, je trouve ça parfois, moi, un peu... on se cache derrière notre petit doigt alors qu'il y a d'autres réalités qui sont de toute façon ignobles. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que cet extrait-là était profond de vérité de ce que pense, à mon avis, une bonne moitié du pays sur le sujet des migrants dans la mer. Je pense, il faudrait voir, mais je pense qu'il y a une bonne moitié du pays qui est d'accord avec Georges sur ce point-là. Et pour moi, tout le but du crayon, c'est pas que les gens pensent que Georges est inhumain. Pas du tout. C'est en revanche qu'on puisse vraiment discuter de ce sujet avec la réalité de la pensée de Georges. Et de ne pas discuter avec Georges qui va essayer de se cacher derrière son petit doigt en disant non, là au moins Louis Boyard peut vraiment discuter de ok, mais pourquoi ça ne te touche pas? Pourquoi tu n'en as rien à foutre? Et Georges disant pourquoi toi tu en as quelque chose à foutre? Et donc là, tu sais plus du tout un débat technique maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient un débat philosophique. À quel point on doit se soucier de ces personnes-là ou de ces personnes-ci. Et après, ça peut aller dans des débats très très éloignés. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il faut sauver tout le monde ou pas? Est-ce que les Français sont responsables de gens qui ne sont pas français ou pas? Qu'est-ce qu'on est censé faire pour, comme je disais tout à l'heure, le Qatar, le Yémen, l'Arménie, la Russie et l'Ukraine? Enfin, il y a des vrais sujets derrière. Et on sort du sujet juste... c'est 300 000 immigrés cette année, non c'est 500 000, non c'est 200 000, non c'est 100 000. Est-ce que ça va faire changer la vie de qui que ce soit sur le sujet? Je ne suis pas certain. Le sujet, il est profond, il est philosophique. Et toi, est-ce que par rapport au premier débat et par rapport à ce débat entre Louis Boyard et Georges, quel était le plus dur à animer en tant qu'animateur? Ou est-ce que les deux se valaient ou est-ce que... Franchement, Tiffany, Ralph Lacartouche et Georges Louis Boyard, c'était peut-être 2 débats que j'ai préféré animer. C'était extraordinaire. J'étais peut-être plus à l'aise sur celui Ralph Lacartouche. Qui est venu après Qui est venu après. Je pense que j'étais plus à l'aise simplement parce que comment dire ça? Je connaissais beaucoup mieux les deux que les deux ne se connaissaient. D'accord. Ralph Lacartouche et Tiffany se connaissaient très très peu. Je pense qu'ils avaient même ne serait-ce que jamais vu le moindre contenu de l'un ou de l'autre. Alors que Louis Boyard et Georges Jordi savaient qui était qui. Ok. Bon, moi je vois un autre truc aussi, mais tu l'as surligné. Tu l'as surligné, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure avec Georges, le point de vue de Georges, il a clivé. Il s'est positionné clairement. Il n'a pas masqué son jeu. C'est clair, c'est précis. Et je pense que pour qu'on ait des personnes qui s'agrègent derrière nous, c'est le principe d'une marque. Pour moi, des partis politiques, des pensées politiques, ça reste des marques qui nous vendent un produit. Leur produit, c'est leurs idées. Totalement d'accord avec toi. Et donc en gros,
Il s'est dit en se positionnant, je vais donc agréger les personnes qui vont penser comme moi et éloigner les personnes qui sont sceptiques et qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. C'est le principe du cliver, puisque cliver, le synonyme de cliver, c'est séparer. On va faire voir le dernier extrait. Je te laisse cliquer dessus. Bien sûr. Pour moi, le féminisme actuel est dans son stade putride ou de zombie, en fait, parce que justement, il n'a plus véritablement d'objet dans le sens où l'égalité des droits a été obtenue. Oui, c'était 10 femmes qui ont occupé une place importante dans l'histoire. 10 femmes Ouais. dans l'histoire? Ouais. Alors, Catherine la Grande de Russie, Anne de France, Jeanne d'Arc, je vais vous en citer, mais une centaine de... Ouais, je pense qu'il y a quand même énorme. Il y a beaucoup plus d'hommes et en fait, c'est juste une question qui permet de rêver. Je trouve ça assez ironique que vous dites la civilisation a quand même occupé une belle place à la femme. Excusez-moi, il y a encore 50 ans, une femme ne pouvait pas avoir son propre compte bancaire. Mais t'es réservé au foyer. Non mais excusez-moi, ne pas le reconnaître, c'est assez dramatique quoi. À partir de maintenant, je vais vraiment arrêter de débattre avec les féministes tant qu'elles n'auront pas pris des cours d'histoire. Ça commence vraiment à me gaver. Non, faut jamais arrêter de débattre. Faut jamais arrêter de débattre. Qu'est-ce que tu as... Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce débat? C'est le débat entre My Better Self et Julien Rochdy. Et ça a été notre premier débat et en fait ça nous a permis aussi pas mal de démarrer parce qu'en fait je sais pas, on a dû faire peut-être 15 ou 20 millions de vues tout confondu, tout réseau confondu sur cette émission. Et c'est le premier débat? C'était le premier débat. C'était le premier débat. Ce qui explique les problèmes de son, les problèmes ce qui explique qu'on voit des cadreurs dans le champ, que ça n'a aucun sens. Tu vois. Là, on voit pas les cadreurs dans le champ. Là, pour le coup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Juste des caméras posées. Ouais, c'est ça. Et non, en fait, moi, là-dessus, j'ai quand même cette nostalgie de me dire que encore aujourd'hui, alors que c'était notre premier débat, c'est un de nos meilleurs débats. C'est vraiment, en fait, le nombre de... C'est incroyable parce que je croise autant de gens qui sont d'accord avec My Better Self que de gens qui sont d'accord avec Julien Rochdy depuis que j'ai fait ce débat. Et depuis que j'ai fait ce débat, j'ai vraiment croisé des milliers de personnes qui m'ont parlé de ce truc. Et c'est incroyable, en fait. C'est incroyable à quel point, en fait, c'est un peu cette image-là où tu as un cylindre et donc d'un côté, ça projette un rond et de l'autre côté, ça projette un carré. Et du coup, tu as d'un côté un mec qui dit « je te jure, c'est un carré ». Et derrière, tu as l'autre meuf qui est en mode « non mais je te jure, c'est un rond ». Ouais, en fait, non. C'est juste la question du point de vue. Et les gens veulent y voir ce qu'ils veulent y voir. Et ça, c'est impressionnant à voir. Biais de confirmation. Oui, biais de confirmation, mais je pense que ça va même au-delà du biais de confirmation, ça va même aussi sur le... comment même ça sur le... ah, j'ai un trou. En gros, sur le fait que on va absolument et impérativement vouloir que notre champion gagne. Ah, okay. Donc en fait, c'est un peu le côté oui, le PSG, ils ont perdu, mais arbitre de merde. Bah, ils ont perdu, quoi, tu vois. Un peu comme tu défendrais des totems ou des clubs de foot. Ouais. Et il y a vraiment ce truc-là, et ça, pour le coup, c'est un truc que j'apprécie. Je trouve que c'est assez positif dans ce qu'on a voulu créer au Crayon, c'est-à-dire que les personnes qui débattent deviennent aussi un peu des totems d'opinion. Et je trouve ça positif parce que ça leur permet à eux aussi de s'incarner, d'approfondir leurs recherches, d'enrichir leur raisonnement. Et moi, je crois, du coup, de se nuancer au fur et à mesure. Parce que généralement, quand on enrichit son raisonnement, on devient moins binaire. Ouais. Comment tu as été sur ce débat, toi? Comment tu l'as en tant qu'animateur? Pas très bon, c'était mon premier, de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, comme tout premier, c'est censé être ton pire. Normalement. Normalement. Mais non, je suis un peu trop intervenu, j'ai pas trop su où me foutre à un moment. En revanche, je trouve que le débat est quand même très 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 réussi. Ma performance pas brillante n'a pas du tout empêché de faire un très bon débat. Donc c'est le plus important. Moi, j'ai relevé une autre chose, je te le partage sur ce débat-là. Bon, après, ça se rejoint dans les autres débats, mais plus spécifiquement dans celui-là, parce que c'était le premier, je l'avais noté également. C'est, je pense, là, on va toucher à la qualité du produit, le Crayon, c'est le choix des débatteurs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un bon débat s'il n'y a pas de bon débatteur. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un très bon débatteur et de l'autre côté, il est très mauvais, ça va faire un débat qui va être pas terrible à regarder. Là, les deux sont très bons. Ah, les deux sont très bons. Donc ça veut dire que déjà, dans le choix et dans la sélection du produit le Crayon, puisque le produit le Crayon, ça reste quand même de la consommation audiovisuelle dans ce cas de figure, c'est de choisir des bons débatteurs. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la sélection, vous avez certainement dû vous dire, OK, qui est bon ? Qui
qui va pouvoir apporter une belle opposition à ce Julien Rochdy ou à... J'ai du mal avec son nom, j'arrive pas à te... My Better Self. My Better Self. C'est parce que c'est en anglais, j'ai toujours du mal un peu avec l'anglais. Monsieur Gauthier, mon prof d'anglais, je vous passe une dédicace. On est ensemble, monsieur Gauthier. Donc c'était dans le choix aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très bon parce que je me suis dit déjà, dès le départ, les gars se sont pris la tête. Ouais. Donc autant la réalisation, on va dire la forme, moi je parle souvent du fond, de la forme et du style, autant la forme était débutante, autant le style n'était pas encore abouti, mais autant le fond, ce qui est le plus important, ce qui est le primordial, il était déjà très qualitatif. Bah, ça fait plaisir. Et nous, ça a toujours été notre priorité, de toute façon, le fond, toujours. Et là où c'était incroyable, là où on est très fiers de nous, c'est surtout que le crayon, ça a toujours été aussi le but de n'inviter que très modestement et modérément les gens qu'on voit à la télé tout le temps à chaque fois. C'est bon, on les a vus débattre 1 milliard, demi-milliard de fois, très bien. Et d'aller chercher des gens qui défendent ces mêmes thématiques auprès de centaines de milliers, voire de millions de personnes, mais sur Internet. Parce qu'eux ont rarement fait de débat. Ils n'en ont pas fait des centaines. Ils en ont fait peut-être des dizaines ou quelques-uns. Et là, on trouve que c'est méga intéressant parce que du coup, ils sont presque plus sincères dans les débats. Il y a moins de sophisme, il y a moins de rhétorique. On est vraiment sur de la pure croyance, sur de l'argumentaire, sur du fond. Donc ce débat-là, incroyable. Ouais, surtout Julien Rochdy écrit des livres, il a quand même une forte communauté. Et puis paregne pour My Better Self, elle produit depuis 5-6 ans des vidéos sur le féminisme, elle a écrit un bouquin, elle a monté une marque de vêtements, enfin c'est une vraie... Des vraies personnalités qui ont travaillé leur argumentaire et qui ont travaillé leur histoire. Très bien, et ça serait quoi, c'est quoi le futur pour le crayon alors? Projetons-nous dans quelques années. Idéalement, c'est de construire un vrai groupe à petite échelle. Hein. C'est pas forcément mon but d'avoir des centaines et des centaines de salariés et tout. Peut-être que ce sera le cas, mais c'est pas forcément mon objectif. Mais plutôt construire un petit groupe ultra solide avec que des cracks à l'intérieur de la boîte. Et donc du coup, il y a le crayon, le pinceau, le surligneur, mais pourquoi pas développer d'autres verticales. On en a 2 qui nous chatouillent un peu, mais j'en parlerai pas sur caméra parce que c'est trop tôt. Donc ça, c'est vraiment la priorité de développement. La priorité pour le média, c'est de devenir un des gros médias français. Donc au niveau de Brut, Hugo Décrypte, Combini, TPMP, on va dire, un peu les gros médias un peu dans le scope. Ça, c'est vraiment l'objectif média. Et pour être très franc, on est de plus en plus convaincus que ça arrivera. Et, en allant vers la télé? Parce que là, tu as cité quand même 3 médias réseaux sociaux. Et un télé, oui, mais parce que TPMP, même s'ils sont plus à la télé, ils seront sur les réseaux. Oui. En fait, ils sont tellement puissants sur les réseaux, ils font des vues de Brut, Combini et Hugo Décrypte sur les réseaux aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'objectif média et de continuer à être de plus en plus ambitieux dans les émissions. Et à titre personnel, donc là à titre de Valran, c'est de continuer de développer des projets comme Élise. J'en travaille sur un petit là justement en ce moment. On aura bientôt une première bêta de l'application, donc on est assez content parce que Élise, ça m'a beaucoup marqué. Ça a été un vrai projet où j'ai compris qu'en fait, j'étais vraiment fan de tech aussi et que c'était quelque chose que je voulais faire. Et donc du coup aussi construire un écosystème ou une entreprise qui me permet moi d'avoir un jour et demi par semaine à consacrer sur des projets annexes. J'ai aussi, avec des amis, monté une soirée qui s'appelle la Founders Night. Il faut qu'on vienne. Il y en a une là où il y en a une? Il y en a une qui est le 20 octobre. Voilà. Il faut absolument que tu viennes, Franck. Il fallait que je te prendrai Martin Crégu, qui est le fondateur de la Founders Night. C'est excellent le concept. C'est quand même extrêmement méta d'être le fondateur de la Founders Night. Mais voilà, et je suis très content de ces projets-là. On s'éclate comme des dingos. Mais là, le but, c'est vraiment de se prendre au sérieux, pas dans le sens, de faire sérieux sans se prendre au sérieux, justement. Excellent. C'est-à-dire de sortir. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu, le crayon, on est un peu en train de sortir de l'adolescence. Là, on est en train vraiment de rentrer dans l'âge adulte. Il commence à avoir beaucoup de CDI en interne. C'est une boîte qui commence à avoir des coûts, des revenus stables, des coûts qui augmentent, des ambitions, des contacts avec des énormes boîtes. Donc, on commence à se dire, ok, là, maintenant, c'est le temps de plus faire rien qui n'est pas absolument clinique, impeccable et parfait. Et si ça l'est pas, de recommencer. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général.
j'ai peut-être mal entendu, mais tu ne nous as pas parlé aussi de la deuxième chaîne. Parce qu'il y a une autre chaîne qui était à la base le Crime Business. Exact. Et qui est ma chaîne. Oui, mais alors ça pour le coup c'est un truc parce que ça publie régulièrement. Oui, ça publie régulièrement. D'ailleurs, je fais une interview avec Yomi Denzel là très récemment. Elle sera probablement sortie quand tu publieras cette vidéo, donc je vais inviter les gens à aller la regarder si ça les amuse. On la mettra en lien. Et en fait, moi, mon but, c'est simplement de, sur mon temps libre, de pouvoir continuer de développer mes réseaux sociaux pour parler d'entrepreneuriat, pour parler d'innovation, pour parler, j'ai même envie de dire, de discipline business. Et en fait, je suis vraiment passionné par les gens qui ont réussi à construire des choses. Et donc, du coup, c'est d'essayer de comprendre comment on réussit à construire le plus vite et le mieux des choses dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, ça ira de la construction de business à la tech, en passant même par potentiellement des créateurs d'associations ou de projets bénévoles, en fait. Mais vraiment, tout ça concentré sur un seul truc qui est l'action, en fait. Comment on agit. Comment on agit sur son environnement, comment on agit sur son pays, comment on agit sur la société, quoi. Valérand, est-ce que je peux te demander de me faire confiance quelques secondes? Vas-y. Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux et me tendre ta main? Je vais te mettre quelque chose dans la main. Alors, si ça bouge, ne t'étonne pas. De fermer ta main et de garder tes yeux fermés. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce que tu as dans ta main. Tu sais ce que c'est? Un diamant? Oui, mais c'est aussi la pierre du temps de Doctor Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au toi enfant? C'est une phrase sur laquelle je suis tombé dessus il n'y a pas si longtemps et que j'ai trouvé incroyable. C'est les 3 éducations de Montesquieu. La première éducation, c'est tes parents. Ta deuxième éducation, c'est l'école. Et ta dernière éducation, c'est le monde. Ta dernière éducation balayera les 2 précédentes. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que petit, j'étais pas mal matrixé par ce que me disait l'école et mes parents, même si pour le coup, j'adore mes parents, ils ont toujours été très bienveillants avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense que j'aurais dû attendre avant de stresser, d'être anxieux, d'attendre d'être vraiment dans l'éducation du monde pour vraiment comprendre en fait ce pourquoi j'étais fait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, et en tout cas s'il y a des gens jeunes qui nous regardent, à qui je recommande de s'ouvrir au monde s'ils ne se sentent pas bien dans leur environnement familial ou environnement scolaire. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui sont fermées en fait, des gens plus jeunes quand on est petit, alors qu'aujourd'hui grâce à Internet on peut les découvrir grâce à YouTube, les réseaux sociaux ou autres. Et que ça, c'est un truc qui, moi, quand j'ai découvert YouTube à 12 ans, 13 ans, j'ai complètement changé de mentalité et ça m'a permis en fait de totalement relativiser par rapport à l'école qui était vraiment un truc dont j'étais pas fait pour, quoi. Eh bien, écoute, Valérand, merci beaucoup pour la qualité de tes réponses. Et puis, merci à toi, Franck. Je vais t'avouer quelque chose. Cette dernière question, je te l'ai piquée. Quand je l'ai vue dans tes entretiens, que tu la prenais, j'ai dit putain, c'est une super bonne question pour plusieurs raisons. Mais je peux pas le dire, mais je te dirai après te l'avoir posé la question. Donc avant de terminer cet entretien, est-ce qu'il y aurait un entrepreneur, une personnalité que tu aimerais voir dans le siège du disrupteur et qui tu penses pourrait apporter un maximum d'informations concernant la créativité, l'innovation, l'image de marque, son point de vue global? Je te conseille d'inviter Gaspard G, qui est un de mes associés de Élise et aussi un très bon ami. Et c'est quelqu'un qui est connu pour être un youtubeur et je pense que tout le monde sous-estime à quel point c'est un très bon entrepreneur. Et j'ai du coup bossé avec lui sur Élise et je me suis rendu compte d'à quel point il était doué dans plein de trucs. Et je recommande vraiment que tu l'invites, notamment pour parler de business. Il a monté une boîte qui s'appelle Intello et qui est une super boîte qui cartonne. Et il a des réflexes entrepreneuriaux que, y compris moi qui le connaissais avant Élise, je ne soupçonnais pas avant de travailler avec lui. Donc lui, ce serait vraiment intéressant. Il me semble que j'ai déjà vu des vidéos, je crois qu'il parle d'actualité où il prend un personnage et il parle de ça. Oui, c'est un peu, on va dire, c'est un youtubeur politique actualité, on va dire. Okay. Mais en fait, il a construit toute une entreprise derrière lui et c'est impressionnant. Merci pour la recommandation. Et Gaspard, tu sais ce qu'il reste à faire. Eh bien, merci beaucoup Valérand pour la qualité de tes réponses. Comme je t'ai dit, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu sur la chaîne parce que le Crayon, c'est un média que j'apprécie particulièrement de par la qualité des débatteurs, la qualité des débats et aussi, bon, je t'avoue, je me tape de bonnes barres de rire. Hein, donc, bon, ça peut divertir en même temps. Tout est réuni. Et puis, avant de conclure, je vais finir par une punchline que m'a inspiré cet entretien. Les vieux chemins n'ouvrent pas de nouvelles portes. Non, j'en ai une meilleure. Ne devenez pas une énième copie d'une énième copie, sous peine de devenir une photocopieuse.